Bonsoir mes amis. Alors ce week-end de Pâques, joyeuse Pâques de toute façon, hein, joyeuse Pâques quand même, malgré tout ce qui se passe. Alors j'ai été chez des amis ce long week-end, des amis qui vivent dans un luxe absolument obscène. Un luxe, je vais vous raconter, vous n'allez pas croire comment ils vivent. Alors figurez-vous que je suis arrivé chez eux, déjà la maison est chauffée. Il fait chaud, ils ont des radiateurs, j'ai touché, c'était chaud. Et ils ont le gaz, l'électricité et l'eau courante. Et en plus, l'eau courante, chaud, froid, tu ouvres comme ça, tu mets la main, c'est froid, puis il y a notre robinet rouge comme ça, tu tournes et c'est chaud. Hein, tu peux même mélanger, hein, ça, tu tournes les deux, ça mélange. Euh, Cuisine, ils ont cuisiné, j'ai mangé de la nourriture chaude. Et puis quand le soir est tombé, ils ont des ampoules, il y a de la lumière en fait. Ils n'utilisent pas de bougies, il y a de la lumière, donc ils allument, tu appuies sur un bouton, et tu as des boules comme ça, des bulbes qui s'allument. Et en fait, c'est extraordinaire, tu peux regarder, tu peux même lire un livre en fait. Hein, même il fait nuit dehors, et à l'intérieur, tu ouvres un livre, tu peux le lire. Hein, alors que tu es à l'intérieur, tu vois. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a même une douche qui marche, j'ai ouvert, il y a une baignoire, tout ça. Mais une vraie baignoire hein, qui est utilisée. Hein. C'est pas genre le truc que tu vois dans les musées. C'est réellement un truc, tu peux rentrer dedans, tout ça. Il y avait des serviettes de bain. Ils m'ont même proposé, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux prendre un bain. Je rentre rempli comme ça. Alors moi, j'étais, waouh, c'était un luxe vraiment unique. Hein. Le soir, on a eu ils ont cuisiné, on a eu de la viande, il y a eu de la viande par. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est la viande. Il n'y a pas eu que ça, bien sûr, mais ce qui m'a frappé, c'était la viande. Il y avait de la viande et de la vraie en plus. Hein. C'était pas un truc avec des cafards broyés ou des mouches, etc. Hein, ce truc qui a un petit goût bizarre comme ça. Non, non, c'est de la vraie. Je l'ai reconnu. Voilà, ils avaient ça à table. C'était assez, c'est unique. Hein, voilà. Alors ça, ce passage-là, peut-être aujourd'hui il fait rire. Il y a des gens qui disent mais il parle de quoi lui? En fait, ce passage, gardez-le et regardez-le dans 5 ans. Regardez-le dans 5 ans et vous allez voir. Vous allez voir qu'il prendra tout son sens, mes amis. Écoutez, vous savez, juste pour aller peut-être vers le vif du sujet, hein, pour tenter que nous ayons un sujet. En fait, j'aime pas l'idée du sujet, parce que l'idée de sujet délimite, suppose qu'on va délimiter une idée. Oui, les idées ont des limites, mais des limites extrêmement flexibles. Tout est lié à tout en réalité. Mais enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, je me sens étranger aujourd'hui. Je me sens étranger en Occident. Alors il y a des gens qui vont tout de suite dire bah oui, écoute, Aldo, t'es né en Algérie, voilà quoi, hein, t'as le mal du pays, tout ça. Non, non, je parle pas de ça, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Euh, j'ai même des amis français, pour ne citer que ceux-là, garantie croisade, hein, garantie croisade, des gens, ils peuvent remonter très loin à leurs ancêtres et tout ça, euh, et ils se sentent étrangers. D'accord. Vous comprenez? Je ne parle pas de se sentir étranger comme lorsqu'on va, je sais pas moi, on va visiter le Portugal ou l'Italie ou autre. Bon, c'est bien, c'est sympa quelques jours, mais bon, on en revient. Hein, ça va. Il y a des endroits, moi je visite. Euh, j'ai visité une fois. C'est quoi? C'était comment ça s'appelait? C'est en Angleterre ici. On appelle ça le Cotswold. Alors tout le monde vous en parle. Le Cotswold. Ah, bon, j'ai été voir. Bon, c'est t'as des espaces verts comme ça, des sortes de collines qui ondulent un petit peu, pas beaucoup. Euh, on avait une maison posée là, comme ça, sur un terrain, enfin une maison, des murs, tout ça. Et puis des gens qui nous ont dit, bon, les proprios pouvaient marcher. Moi j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans la région? Je veux dire, dites-moi, c'est quoi le clou du spectacle? Parce que moi, ayant roulé quelques heures pour arriver là, j'avais pas encore saisi un petit peu c'était quoi le truc, hein, parce que tout le pays en parle. Moi, je voulais voir. Et ils m'ont dit, vous pouvez marcher. Alors, ce qu'on aime ici dans la région, c'est marcher. C'est la marche. Alors, vous savez, moi, j'étais un petit peu dubitatif parce que marcher, je veux dire, je peux faire ça chez moi.
Et je peux ouvrir la porte, hein. Je peux ouvrir la porte, mettre des chaussures, des bottes ou des claquettes, et puis démarrer, hein. Je peux pratiquement, je ferme la porte, et la seconde après, je suis en train de marcher. Je n'ai pas besoin de me taper, je sais pas combien de kilomètres, des heures de route et tout ça pour marcher. Vous comprenez? Donc voilà, je veux dire, c'était très sympa, génial comme endroit, mais ça devient assez vite barbant en fait. Alors, je reviens à mon sujet principal. Je disais que je me sentais étranger, que beaucoup de gens se sentent étrangers. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a le monde, hein, en particulier peut-être nous, notre génération, mais je demande aux gens plus jeunes que moi, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, c'est qu'on a l'impression que le monde fout le camp sous nos pieds. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'accélération des choses et il n'y a plus de valeurs dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. C'est pas que nous ne sommes pas porteurs de valeurs, c'est pas ça réellement, mais ce que nous ne voyons pas, ces valeurs exprimées ou vécues autour de nous. Et de plus en plus, on voit ces valeurs-là bafouées et puis pas reconnues du tout. Et voilà, on arrive à un stade où, je sais pas moi, je tiens une porte à une femme, j'ai des fois peur qu'il y en a une qui finisse par le prendre mal, ou vous comprenez, le moindre geste que vous pouvez faire par courtoisie, par exemple, vous avez peur, vous vous dites, est-ce que vous vous sentez un peu intérieurement, vous avez peur de heurter quelqu'un ou d'obtenir une réaction négative. Bien sûr, je dis pas que je me sens étranger à cause de ça, hein, on ne se sent pas étranger parce que on est inconfortable dans telle ou telle situation de la vie. Sauf que là, ça devient quelque chose qui va en profondeur. En plus, quand on regarde la corruption généralisée, quand on regarde la dégradation du moral de la nation, la dégradation de son niveau d'instruction, de son niveau d'honnêteté, du niveau intellectuel, de la scolarité chez les enfants, tout ça, on commence à se sentir étranger. Vous comprenez? Alors sur le plan politique, comment on peut traduire ça? Comment on peut traduire ça si on y réfléchit? On y réfléchit, c'est que je pense que l'idée d'avoir dans un contexte pareil, où même des gens, je vous disais garantie croisade, se sentent étrangers, comment on peut construire une identité nationale? Un peu délicat quand même. C'est-à-dire que une identité nationale unique et forte, elle est souvent l'apanage de pays récents, de pays genre, je sais pas moi, tu prends un pays arabe qui était colonisé ou qui se considérait comme tel jusqu'à, je sais pas moi, les années 50, 60, puis un jour il se libère, il a une constitution, il a une monnaie, il a un drapeau, il siège à l'ONU. Alors c'est clair que là, il y a une sorte de de réveil d'un sentiment très fort de nationalisme, mais en fait on a tout un peuple qui regarde dans la même direction. Okay, un peuple qui regarde, qui exprime son nationalisme, il n'y a personne dans le pays qui se sent rejeté par ce nationalisme-là, vous comprenez, parce que tout le monde regarde dans la même direction. C'est aussi, on peut voir le nationalisme dans des pays qui ont subi par exemple des guerres ou des grandes urgences nationales similaires. Ils vont sortir et pendant les années où encore cette guerre est fraîche dans les esprits et tout ça, on a un sentiment de nationalisme qui permet d'avoir une unité nationale. Que veut dire le nationalisme dans la France de 2022? Honnêtement, c'est pas une question pour provoquer ou autre, mais il faut y réfléchir quand même. Est-ce que ceci a un sens dans une France qui ressemble de plus en plus au Liban? Et je dis pas, attention, je n'utilise pas le Liban dans le sens, et là je me sens aujourd'hui obligé quand même de clarifier à chaque fois mes positions. Quand je dis le Liban, il y a des gens qui vont tout de suite dire guerre civile et pensent que je suis en train de dire qu'une France pré-guerre civile. Non, même pas, je pense même pas à ça. Je pense juste Liban, si vous préférez, je peux prendre un autre exemple. Rappelez-vous Yasser Arafat. Yasser Arafat, qui était président de l'OLP, de l'autorité palestinienne, et il regroupait donc des gens qui étaient, certains étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens, tout ça, et on le voyait très régulièrement, tout le temps, il ratait jamais. On le voyait avec les dignitaires musulmans lors des fêtes musulmanes, il était comme ça avec sa tenue verte et sans flingue et tout ça,
Et puis on le voyait également, des fois 3 jours plus tard, des fois la même journée, quand les hasards du calendrier faisaient tomber une fête chrétienne le même jour qu'une fête musulmane, on le voyait dans une église entouré de dignitaires chrétiens. Il allait partout parce qu'il voulait être le président de tout le monde. Vous voyez? Même si ma vision du personnage est mitigée. Mais au moins sur ça, sur ce plan-là, je trouve très intéressant sa manière de faire. Le problème aujourd'hui, si vous prenez un pays qui est divisé comme la France, qui est libanisé quelque part, il y a des gens qui disent oui, la guerre civile va venir. Je ne pense pas, ils se font des films, ceux qui disent cela. Il n'y a pas de guerre civile. Il y a des tensions communautaires. Quelqu'un l'autre jour a laissé un commentaire et m'a dit oui, il y a, je crois, 839 actes antichrétiens recensés l'année dernière. Donc on est en guerre civile. Non, non. Il fait des films, le monsieur. C'est pas possible. Il parle de ce qu'il ne sait pas. C'est qu'une guerre civile, tu n'as pas 839 actes en un an. Tu les as en 45 minutes. Et pardon, ce n'est pas des tags que tu as sur des murs. Hein. Ce n'est pas... c'est pas la tranche de jambon qui est passée par la boîte aux lettres. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait tomber une colonne cassée dans une église ou autre. Non, c'est quand même beaucoup plus sérieux. D'accord? Donc il faut quand même garder. Je pense que très souvent les gens se laissent emporter par le. Tenez, je vais citer ici, je vais citer un ami. J'espère qu'il ne va pas le prendre mal. Il y avait une. Juste pour vous montrer que des fois l'excès existe. Or, des fois il y a un excès verbal, et je sais que moi-même je me rends coupable, je me suis rendu coupable. Je me surveille, je vous assure, je me surveille. J'ai mis un chien de garde là qui me surveille. Parce que en tant que tiers-mondiste patenté, j'ai tendance à l'exagération. Ça veut dire que c'est en fait c'est le côté rebeu, si vous voulez. Dans notre culture, nous avons tendance à utiliser des mots beaucoup plus forts que notre pensée. Okay? Beaucoup plus forts, qui dépassent largement notre pensée. Quand j'étais petit, des menaces classiques que je recevais, je pense tout rebeu a reçu cela dans son enfance, je vais te tuer. Je veux dire, c'est un peu violent quand c'est traduit en français, mais en réalité, chez le rebeu, c'est affectueux littéralement, d'accord. Donc, je disais que si je veux revenons à nos moutons, je laisse tomber l'exemple, je ne le prends pas. Je voulais donner un exemple. Comme on dit en arabe, vous savez comment on dit donner un exemple? On ne dit pas donner un exemple, on dit frapper un exemple. Donc j'allais frapper un exemple, mais je ne vais pas le frapper, je vais le laisser reposer en paix. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il faut trouver ce qui est rassembleur aujourd'hui dans une France libanisée. Or, le problème de dire le camp national, prenez un parti par exemple qui s'appelait le Front National, après le Front, ils se sont dit bon, on va changer, on va retirer le mot franc. Ça se trouve, c'est pas le mot franc qu'il fallait changer. Ça se trouve, il fallait peut-être changer le mot national. Ça se trouve, il fallait peut-être l'appeler le franc français. Enfin, le franc français. Ouais, ça prêterait à confusion. Non, mais mettons que le problème là-dedans, je me dis, et c'est une question sincère, comment tu peux exprimer un nationalisme dans un pays libanisé? Alors, la crainte, on va dire, c'est que certains se sentent, voilà le risque avec le nationalisme en France. C'est que certains vont se sentir porteurs de l'idée de nationalisme, vont se sentir une licence ou une légitimité parce qu'ils vont se dire « moi je suis garanti croisade, donc moi je suis super français, je suis plus français que les autres, parce que moi je suis français depuis 16 générations alors qu'ils sont français depuis 3 ou 4, donc je suis plus français qu'eux ». On arrive aussi au takfirisme républicain, dans le sens, on a vu le takfirisme en islam, c'est consiste quand des gens disent tel groupe de musulmans sont pas musulmans. Ils disent, moi je suis plus musulman qu'eux. Pourquoi? Parce que il va leur reprocher quelque chose dans leur attitude, dans leur action, dans leur manière de penser, leur manière de
d'agir, de pratiquer tel ou tel culte, il va considérer qu'ils ne sont pas musulmans, ou pas assez pour lui, ou dans sa vision. Donc il va dire quoi? Il va dire non, ils ne sont pas musulmans, et en retour, bon, il va ouvrir la porte de l'enfer. Là, on retrouve du takfirisme républicain, dans le sens où il y a des gens, ils se disent, ah bah, lui, si je vois un petit peu ses références culturelles, je vois le nom, le nom qu'il porte, ses habits, sa tête, ça peut même aller à la couleur de peau, bah lui, il n'est pas français. Moi, je suis français, un vrai, lui, pas. Okay, ça, j'appelle du takfirisme républicain. Et il est tout aussi dangereux que le takfirisme islamiste. La manière, donc je disais, dont le nationalisme s'exprime, il s'est exprimé, et en particulier à la marge, parce que la majorité des nationaux français, il ne faut pas se mentir, la majorité des nationaux français auxquels j'ai parlé ne vivaient pas leur nationalisme par exclusion de qui que ce soit. Ils le vivaient comme une fierté personnelle, comme un projet personnel, comme une vision politique, mais il n'était pas fondé sur l'exclusion de qui que ce soit. Néanmoins, une partie des gens de ce camp-là le vivent par exclusion, et ceci va jeter l'opprobre sur tout le monde. C'est un petit peu comme, bon, c'est pas tous les musulmans qui font du takfirisme, mais tous ceux qui font du takfirisme sont musulmans, ils existent en marge de l'islam, et ils finissent par jeter la suspicion et l'opprobre, si ce n'est l'opprobre, sur tout le reste. Vous voyez, c'est ça un peu la problématique. Donc on est dans des histoires parallèles, toutes proportions gardées, bien entendu. On parle pas exactement de la même chose, mais on parle de mécanismes qui, pris de manière abstraite, donc si on dégage le particulier, on voit que c'est des mécanismes qui se ressemblent quelque part. Le nationalisme aujourd'hui en France. Si on se met dans une... Si on le propose à l'électorat, que se passe-t-il? L'électorat le rejette sans arrêt. Voilà l'histoire. Il y a un électorat qui vote pour, beaucoup pour de bonnes raisons, certains, une minorité pour de mauvaises raisons. Beaucoup y votent par adhésion, en adhérant à une vision nationaliste, à une vision nationale. Une minorité vont voter pour dans une logique de rejeter les autres. Et honnêtement, je vois beaucoup de ces gens qui sont dans le rejet, honnêtement, ils sont plus mus par le rejet que par le nationalisme. Je vois pas l'amour d'un pays, la fierté d'appartenir à un pays ou autre. Je vois plus la haine et le rejet qu'autre chose. Mais bon, c'est une minorité. Mais néanmoins, bon, voilà, on est tous, on a le même problème tous. Hein. Vous savez, dans notre communauté, moi je viens du Maghreb, vous savez, dans notre communauté, on a une minorité de gens extrêmement, hein, vous savez, on va pas revenir dessus, ils jettent le discrédit sur nous tous, hein, on paye tous, hein, on paye collectivement, hein, vous savez. Eux, ils font une connerie, puis c'est nous tous qui y passons, c'est nous tous qui finissons par, à cause de nos gueules, à cause de nos noms, à cause de nos passeports, nous finissons tous discriminés. Hein, et on n'y peut rien. On a beau dire oui, mais j'ai rien à faire avec lui ou avec eux et tout ça, mais non, c'est comme ça. D'accord. Donc, bienvenue dans notre monde. Hein. Nous vivons la même histoire. Vous voyez que quand on parle, quand on est plus proches les uns des autres, on le croit. Ne serait-ce que par une histoire que nous partageons quelque part, sous certains angles, on est très similaires. Vous voyez, on peut tout rassembler. Hein. Si on choisit le bon angle de vue, on peut tout rassembler, au lieu de tout séparer. Le problème aujourd'hui, c'est que le nationalisme français tel qu'il exprimait, chaque fois qu'il est proposé, une partie de la population vote pour, et une partie de la population le rejette et vote pour le contraire. Peu importe qui est ce contraire. Fût-il Macron. Tu peux même leur proposer Macron si tu veux. Ils iront vers Macron. C'est un individu néfaste, c'est un individu... Je sais pas, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je sais pas ce qui va rester de la France après 10 ans de Macron. Honnêtement, c'est un type... Hollande, au moins, il était là, scooter, et sa maîtresse, et des problèmes, machin. Mais au moins, lui, il foutait rien. Au moins, Flamby, au moins, il foutait rien. D'accord, il faisait rien du tout. Même si le pays, des fois, était à feu et à sang, et de manière, quand je dis à feu et à sang, c'est au premier degré que je le dis. Il y a eu vraiment des journées particulièrement noires durant son mandat. Mais le mec, il foutait strictement rien. Mais au moins,
quelque part, c'est peut-être un très bon président. Parce qu'aujourd'hui, on rêve que Macron ne foute rien. On rêve qu'un type comme Macron, qui est nuisible de base, on rêve qu'il prenne des vacances. Je veux dire, juste pendant 6 mois, ne dit rien, ne fait rien, ne décide rien et ne parle pas. Ça serait quand même l'Eldorado. Donc, le problème, je disais qu'aujourd'hui, une bonne partie des Français, ça peut être... Qui sont ces Français? Des Français, même des Français garantis croisades, qui sont d'une sensibilité dite de gauche, qui, sans être comme certains disent, oui, c'est des collabos, des traites, non, ils sont ni traites, ni collabos, ni rien, ils ont leur sensibilité, et l'utilisation de ce genre d'invective n'apporte rien au débat, mais c'est des gens qui se reconnaissent pas dans cette logique. Et c'est normal. La France est un vieux pays. Tu ne vas pas réveiller du monde, tu ne vas pas réveiller le cadre parisien ou autre. Tu vas pas l'intéresser en parlant de ton nationalisme à 2 balles. Il dit, je suis pas au Bouganda, moi, le nationalisme, c'est pas son truc. Lui, il est plus orienté, genre il est cosmopolite, il se sent européen. Genre il dit, je suis français par accident. Bon, je parle pas de ceux-là qui sont des fois les mentalement apatrides, mais sans être mental, sans aller jusqu'à l'extrême, sans aller jusqu'à l'apatride mentale, malgré tout, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans le discours national. Tout simplement, ça ne leur parle pas. La France, c'est un vieux pays. Tu ne fais pas bouger des gens sur ça. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont repoussés par ce discours-là. Toujours dans la gauche, tout ça, il y a des gens qui sont viscéralement repoussés par ce discours. D'autres, et ça malheureusement on en arrive à ce que j'évoquais dans d'autres vidéos, prenez tous les gens qui ont un peu ou prou de l'origine étrangère dans leurs racines, leurs amis, leurs familles, leurs proches, qui sans nécessairement être d'origine étrangère, expriment quand même une certaine solidarité envers eux. Eh ben ceux-là, le fait que, à de nombreuses reprises, le camp dit national a semblé exclure cette partie de la population et la rejeter, même la considérer comme pas française et faire du takfirisme républicain sur elle et tout ça, à son détriment, cette population-là, aujourd'hui, est de plus en plus fermée, hein, à des exceptions près. Bien sûr, vous allez toujours trouver des exceptions, c'est comme le poisson volant. Les poissons ne volent pas, mais il y a le poisson volant. Vous allez trouver des gens qui sont rejetés par le mot national ou nationalisme. C'est pas quelque chose qui va les rallier. C'est pas qu'ils sont contre la France ou ils sont contre l'idée de nation. Mais tout simplement, ce mot-là a été, à tort ou à raison, c'est pas le but, là. C'est pas l'important de dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Je m'en fous si c'est vrai ou pas vrai. C'est pas la question. Les gens n'agissent pas, et nous tous, nous sommes comme ça. Les gens n'agissent pas en fonction de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Les gens agissent en fonction de ce qu'ils pensent être vrai ou être faux, ou être pas vrai. C'est ça. Donc la réalité, j'essaie toujours de m'accrocher à la réalité, mais la réalité, chacun sa réalité aussi. La réalité, on la voit à travers un filtre qui distord, le filtre des médias, le filtre de la télévision, le filtre de ce que nous recevons, de l'information dont on nous abreuve tous les jours. Le fait est que des millions aujourd'hui de Français, et des Français à part entière, non déplaise à certains, sont des Français à part entière, qui aujourd'hui considèrent que ce qu'on appelle le camp national est un camp qui les rejette. Et donc quand ils voient, quand ils sont entre le marteau et l'enclume, quand ils voient que il y a le camp national et que face il y a Macron, ben des fois, malgré le dégoût que Macron peut leur... Moi, j'ai jamais rencontré de macroniste chez les rebeux. Il ne faut pas se leurrer, hein. J'ai jamais rencontré un seul macroniste. Je dis pas que je pense même que j'ai rencontré, allez, à toutes choses égales, j'ai rencontré plus de nationaux. Et c'est ça qui est terrible. Regardez, je vais vous parler de ce paradoxe que je vais exprimer ici. C'est un véritable paradoxe. Quand je regarde les Français d'origine étrangère,
très souvent, ils viennent de pays du Sud, où ils vont, à travers leurs racines culturelles, qu'ils ramènent, je sais pas, certains plats, certaines traditions, certains folklores, certaines religions. Mais attention, ça leur ramène aussi un certain nationalisme. Okay. Ces gens-là sont authentiquement des nationalistes dans leur sensibilité. Ce ne sont pas des universalistes à la Macron. C'est des nationalistes purs et durs. Et beaucoup d'entre eux sont bien plus nationalistes que la moyenne des Français garantis croisade. Qu'est-ce que vous en dites? Pourtant, ils voteraient Macron malgré le dégoût que ça leur inspire que de voter pour le camp national. C'est terrible. Oui, c'est comme ça. Ça fait partie des paradoxes de la vie. Mais l'idée, c'est que on n'a pas le... vous prenez, je ne sais pas moi, vous prenez par exemple Marine Le Pen. Ce n'est pas le Yasser Arafat. D'accord? Ce n'est pas le Yasser Arafat français. Il n'y a pas ce leader-là. Il n'y a pas ce leader qui est capable aujourd'hui d'aller parler à une France communautarisée. Elle est communautarisée, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme ça. Je ne vous parlais pas comme ça il y a 10 ans. Et des gens me disent, oui Aldo, tu parlais pas comme ça il y a 10 ans, t'es un traître. Oui, je suis peut-être un traître, ou bien l'autre option que je te propose, c'est peut-être que la France a changé depuis 10 ans. C'est peut-être l'équation n'est plus la même. J'essaye d'apporter à chaque situation nouvelle une réflexion nouvelle. Parce que les données n'arrêtent pas de changer. Donc on ne va pas prendre une décision basée sur des données que nous avions il y a 10 ans, mais fatalement, invariablement, le temps qui passe, le monde change, le pays change, les données changent, et nous devons les intégrer dans notre réflexion. Sinon qu'est-ce qu'on fait? On commence, et c'est ce que je reproche encore une fois très souvent au Rassemblement national, c'est que on part sur des plans qui ont été ourdis à la base dans les années 70, qui à l'époque avaient leur mérite, puis on est en 2022 et on voit qu'il n'y a pas de nouvelle réflexion qui a été apportée. Voilà. C'est ça le truc. Donc, vous comprenez, c'est ça, j'étais en train de me poser la question, est-ce que le nationalisme aujourd'hui en France a sa place? C'est tout. Les gens disent oui, c'était injuste, tout ça. Je ne parle pas de juste et d'injuste, encore une fois. Je n'arrête pas de me défendre dans cette vidéo. Et je vais plus le faire dans les prochaines vidéos. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas ou qui veut comprendre de travers, il comprendra de travers. Je ne pourrais pas le changer vraiment. Mais je cherche à m'accrocher à la réalité. J'aime bien, vous savez, je vous dis un truc. J'aime bien les antiquaires. J'aime bien des fois flâner chez les antiquaires. J'aime bien les antiquités. J'aime bien ces meubles comme ça aux couleurs surannées, ces odeurs d'un autre temps, tout ça. J'aime bien. Néanmoins, les gens, en majorité, ils vont où? Ils vont chez Ikea. Vous comprenez? Alors c'est un tort. Moi je suis d'accord, je suis le premier à vous le dire. Retenez, là, je l'admets, c'est un tort. Okay, c'est un tort que les gens vont chez Ikea et ne vont pas chez les antiquaires. Ok, c'est bon? On l'a dit? C'est quoi la réalité dit quoi? La réalité n'a pas besoin d'être... n'a pas à chercher à nous plaire ou autre. La réalité, elle est ce qu'elle est. Et plus nous nous accrochons à la réalité, plus nous aurons la possibilité de formuler des réflexions qui sont solides et qui nous permettent d'avancer. Sinon, on reste dans ce que nous voulons, ce que nous aurions préféré, ce que nous aurions souhaité, et nous verrons le monde tel que nous voudrions qu'il soit, au lieu de voir le monde tel qu'il est vraiment. Mais vous imaginez, quand vous regardez le monde selon votre fantaisie, ou selon vos désirs, ou selon vos préférences, et que vous construisez des raisonnements là-dessus, je vous laisse juge de la validité de ces raisonnements-là. Sachant que même lorsqu'on regarde la réalité en face, on peut quand même se fourvoyer et se tromper. Alors quand on la regarde pas en face, bonne chance, hein, on arrive à Greta Thunberg. Hein. C'est dingue. En tout cas,
merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris les interrogations que je suis en train de poser. Je ne tente pas dans cette vidéo d'apporter des solutions, mis à part dire que Marine Le Pen doit porter une tenue verte et un pistolet et aller tourner un peu partout chez les communautés. C'est pas vraiment une idée que j'avance, mais juste je vous donne une image, n'est-ce pas? Mais vous remarquez bien qu'il faut réellement un changement. Parce que s'il n'y a pas de changement, vous êtes condamné à aller d'un Macron à l'autre. Hein. Partira Macron dans 5 ans, vous aurez son frère jumeau, hein, de toute façon. Hein, c'est pas. Et puis après un autre et un autre et un autre, pendant que vous allez toujours gueuler sur la vie qui est injuste. C'est tout. Voilà, mes amis. C'est parce que, encore une fois, la politique française aujourd'hui, en tout cas en termes de présidence, elle se définit en termes de pas d'acceptation, mais de rejet. Vous voyez le truc? Les gens ne votent pas pour Macron par adhésion. Il y en a, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui votent pour lui par adhésion. Mais la majorité vote pour lui par rejet de l'autre camp. Donc vous voyez que les forces de rejet, aujourd'hui en France, sont plus fortes que les forces d'adhésion. D'accord? Terrible, ça, comme situation. Eh ben, je vous dis un truc. Je pense qu'aujourd'hui, la France a faim de force d'adhésion. Il y a des gens et des millions d'électeurs là qui ne demandent que adhérer à quelque chose, sans se sentir rejeté, sans se sentir jugé, pesé, menacé. Et ils pourront exprimer leur adhésion. C'est ça la réalité du terrain aujourd'hui. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et puis je reviendrai une autre fois. À bientôt.